Le constat scientifique sur le changement climatique est aujourd'hui absolument sans appel. Les rapports s'enchaînent, les données sont formelles, l'urgence est bien là. Et pourtant, face à toute cette clarté, un immense paradoxe émerge. Pourquoi la machinerie politique est-elle si notoirement lente, complexe, voire parfois complètement paralysée? C'est vraiment la grande énigme au cœur de notre décryptage d'aujourd'hui. Alors plongeons directement dans les rouages de la politique environnementale pour comprendre comment un fait scientifique tente, non sans mal, de se transformer en action concrète. Voici notre feuille de route. On va d'abord voir comment se construit un problème public, puis on analysera les acteurs et les conflits en jeu. Ensuite, on passera en revue les 4 niveaux d'action avant d'ouvrir la boîte à outils politique et on terminera avec le fameux défi de ce qu'on appelle les passagers clandestins. Allez, c'est parti avec notre première étape, construire un problème public ou comment transformer la science en action. Il faut savoir qu'un fait scientifique, même aussi alarmant que la hausse des gaz à effet de serre démontrée par le GIEC, ne devient un véritable problème public que lorsque les autorités politiques le reconnaissent officiellement, c'est-à-dire qu'elles admettent que ça nécessite l'intervention de l'État. Et oui, sans cette validation institutionnelle, le problème existe bel et bien dans la nature, mais il n'existe pas dans les politiques publiques. C'est assez fou, non? Le vrai défi, c'est donc d'arriver sur ce fameux agenda politique. Les scientifiques identifient la crise, d'accord? C'est un fait établi. Mais pour hisser ce problème tout en haut de la pile des priorités d'un gouvernement, il faut une sacrée force de frappe médiatique et sociale. C'est là qu'entrent en jeu des ONG comme Greenpeace ou Oxfam et des mouvements citoyens avec ces immenses marches pour le climat. Ils viennent littéralement forcer les portes de cet agenda politique. Et sur le plan économique, toute cette intervention de l'État se justifie par un concept fondamental, les externalités négatives. Pour faire simple, imaginons un acteur qui génère de gros profits grâce à son usine, mais qui laisse tranquillement la facture des dégâts, comme l'air pollué ou la biodiversité détruite, à la charge du reste de la société. C'est un peu comme salir la cuisine et demander aux voisins de nettoyer. L'action publique devient alors absolument indispensable pour corriger ce déséquilibre inacceptable. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les acteurs et les conflits, la grande bataille pour l'agenda. La tension ici est hyper palpable. D'un côté, on a la défense des intérêts économiques et de l'emploi, souvent portés par des secteurs industriels ou agricoles lourds, et de l'autre, les impératifs écologiques, poussés par les scientifiques et les associations. Et attention, ce n'est pas qu'une théorie en l'air. On le voit très concrètement lors de débats explosifs entre le monde agricole et les écologistes autour de l'interdiction de certains pesticides, comme le glyphosate ou ceux utilisés pour les betteraves. Ce sont littéralement 2 visions du monde qui s'entrechoquent. Et quand les débats politiques s'enlisent ou face à la résistance de certains climato-sceptiques, eh bien la société CISU ne reste pas les bras croisés. Elle contourne le blocage. Aujourd'hui, on utilise énormément le levier juridique et l'innovation démocratique. Que ce soit avec la Convention citoyenne pour le climat en France ou des actions en justice retentissantes comme l'affaire du siècle pour faire condamner l'inaction de l'État. La pression s'exerce désormais bien au-delà des couloirs traditionnels du pouvoir. Passons maintenant à notre troisième volet, les 4 niveaux d'action qu'on pourrait comparer à un système de poupées russes. L'ampleur du défi climatique exige d'agir à toutes les échelles en même temps. Tout en haut, le niveau mondial, avec l'accord de Paris par exemple, qui fixe la grande direction, comme cette limite vitale des 1,5 degrés. Ensuite, le niveau européen vient créer un cadre ultra structurant avec le fameux pacte vert. Le niveau national prend le relais pour traduire tout ça en loi et en aide financière concrète, pensons à un MaPrimeRénov'. Et enfin, la toute petite poupée russe, le niveau local, qui applique les règles sur le terrain via l'aménagement urbain ou les vignettes critères. Tout est intimement interconnecté. 4e partie, et c'est le cœur du réacteur, la boîte à outils politique, ou nos 3 grandes armes anti-carbone. La toute première arme de cet arsenal est aussi la plus directe, la réglementation. En clair, on rend la pollution dangereuse tout bonnement illégale. On fixe des normes ultra strictes ou on interdit totalement un procédé industriel. Et ça marche. C'est exactement l'approche qui a sauvé notre couche d'ozone dans les années 80, avec le protocole de Montréal, en bannissant complètement les fameux gaz CFC. Mais attention, imposer une norme, ça a quand même ses limites. L'avantage énorme, bien sûr, c'est qu'on a un contrôle quasi certain sur le niveau de pollution. Sauf que c'est une méthode assez rigide. La règle s'applique uniformément et ignore totalement un fait basique. Ça coûte beaucoup plus cher à certaines entreprises de dépolluer qu'à d'autres. Pire encore, une fois que l'entreprise a atteint la norme minimale légale, elle n'a plus aucune incitation financière à innover pour faire encore mieux. Le travail est fait, point final. C'est précisément là qu'intervient notre deuxième arme, la taxation, fondée sur l'approche de l'économiste Arthur Pigou. Là, on utilise l'économie pure pour régler le problème. L'idée est d'intégrer le coût des dégâts environnementaux directement dans le prix de l'activité polluante. C'est ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur.
Les entreprises ont donc un choix très clair. Soit elles réduisent facilement leur pollution pour éviter l'impôt, soit elles continuent, mais elles devront payer une très grosse pénalité financière à l'État. Sur le papier, l'efficacité économique de cette taxe est indéniable. Elle réduit les émissions au moindre coût global tout en rapportant de l'argent à l'État, le fameux double dividende, une stratégie qui a fait des merveilles en Suède. Mais, il y a un grand mais. Le risque de rejet social est immense. Si la mesure est perçue comme injuste, ça peut exploser. La crise des Gilets jaunes, déclenchée par la hausse de la taxe carbone sur les carburants, illustre parfaitement comment un outil très rationnel peut provoquer un véritable séisme social. Ce qui nous amène à la troisième arme, très populaire en Europe, le marché des quotas d'émissions, inspiré des travaux de Cause. Le principe est redoutablement ingénieux. L'État fixe un plafond de pollution globale incontournable et distribue un nombre limité de tickets, des droits à polluer. La petite magie du système, c'est que les entreprises super efficaces, qui polluent moins que prévu, peuvent revendre leurs tickets restants sur un marché financier à celles qui rament un peu plus avec leur transition. Alors, ce système offre une flexibilité géniale et s'organise très bien à l'échelle supranationale. Mais la réalité du terrain vient parfois ternir la belle théorie économique. Ces marchés sont sujets à la volatilité des prix et subissent une énorme pression des lobbies industriels. Trop souvent, sous la pression, les États finissent par distribuer beaucoup trop de quotas gratuits. Conséquence directe, le prix du carbone s'effondre et on perd tout l'effet incitatif. Et ça, c'est sans compter les risques de fraude financière qui planent toujours. On arrive à notre cinquième et dernière partie, la tragédie et les passagers clandestins, le véritable boss final de cette histoire. Une question existentielle se pose souvent dans les sommets internationaux. Pourquoi s'imposer des efforts colossaux, risquer des crises sociales et retourner toute son économie si le pays d'à côté continue de brûler du charbon sans aucune gêne? C'est vraiment la dynamique systémique qui paralyse la diplomatie mondiale lors de chaque grande conférence sur le climat. La réponse tient en un concept aux effets dévastateurs, le passager clandestin, ou freerider. C'est une stratégie complètement silencieuse où des nations entières décident de ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'elles savent pertinemment qu'elles profiteront d'une planète plus respirable si les autres pays font tout le sale boulot. Elles récoltent tous les bénéfices de la transition énergétique sans jamais avoir à en payer la facture. Et ça s'emboîte à la perfection avec la célèbre tragédie des biens communs théorisée par Gareth Hardin. L'atmosphère, c'est le bien commun par excellence. Chacun a financièrement intérêt à polluer un max pour ses profits immédiats, tout en partageant les coûts de la catastrophe avec le reste du monde. Ajoutez à cela un immense fossé historique. Les pays du Sud refusent de freiner leur développement économique pour réparer les erreurs passées des pays du Nord. Ils invoquent ce qu'on appelle une dette écologique. Bref, c'est un cocktail géopolitique littéralement explosif. Pour terminer, penchons-nous sur notre conclusion, le cocktail politique. On l'a bien compris, aujourd'hui, il n'existe aucune solution miracle. L'efficacité absolue, c'est de réussir à mélanger ces instruments dans un mix politique idéal. Il faut de la réglementation stricte pour éradiquer les produits les plus toxiques, des marchés carbone pour forcer la transition des industries lourdes, et en parallèle, une taxation juste et bien pensée pour orienter les comportements de tous les jours et financer des alternatives. Tout est vraiment dans le dosage. Mais une ultime question reste en suspens. Les outils techniques sont là, la science est claire, et la société civile maintient une pression constante. Maintenant, la volonté politique et la coordination internationale seront-elles assez fortes pour briser la tragédie des biens communs avant que le chronomètre ne tombe à zéro? C'est sans aucun doute le test de coopération le plus colossal que l'humanité ait jamais eu à affronter. Le compte à rebours est lancé.